très vite avant de commencer l'épisode. Je prépare un épisode spécial pour l'anniversaire du podcast. Vous pouvez laisser sur le répondeur un message d'anniversaire ou une question à laquelle je répondrai dans cet épisode spécial. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode. Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Henrik a répondu à mes questions alors qu'il était encore en poste au CHU de Martinique. Henrik n'était pourtant pas bon élève, pas du bon milieu social, n'avait pas d'autre modèle autour de lui que Dougros de la série Urgence. Mais il a surmonté les difficultés de la première année, de l'externat dans une ville inconnue, de l'ECN puis de l'internat de chirurgie pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Et il nous parle des difficultés de l'exercice dans un hôpital public des Antilles. Avec Henrik, nous avons parlé de classement, de travailler 120 heures par semaine et aussi des scies et des perceuses qui font la réputation des orthopédistes. Bonne écoute. Bonjour Henrik, bienvenue à La Consulte. Bonjour Anne-Lise. Alors, je suis très heureuse de recevoir enfin un chirurgien dans mon podcast. Les personnes qui me suivent sur Instagram le savent peut-être, ça fait un bout de temps que je dis j'espère que j'aurai bientôt un chirurgien. Donc, je suis très contente de t'avoir là maintenant pour discuter et raconter ton parcours. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Moi, c'est Henrik Castanet. J'ai 34 ans. Je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis chirurgien orthopédiste depuis officiellement, on va dire, depuis 1 an, après les 15 années d'études. Et j'exerce actuellement au CHU de la Martinique, où je suis spécialisé dans le membre supérieur et plus au niveau de la main. Voilà. Super. Alors, on va commencer par le début de ton histoire. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, très petit, je voulais être infographiste. Infographiste. Oui. C'est quand j'étais à l'école primaire, j'adorais dessiner des Picsou, des Dragon Ball Z, les dessins animés que j'aimais beaucoup. Et donc du coup, je voulais faire infographiste. Et comment tu en es arrivé à vouloir faire de la médecine alors ? Ça a commencé pendant que je regardais la série Urgence. J'aimais beaucoup cette série et ça m'a réveillé une passion où j'étais très curieux du corps humain, de comment ça fonctionnait. Et par rapport à ça, j'ai eu cette envie de faire la médecine. Alors, il faut qu'on en parle. Urgence. Comment est-ce que tu as découvert la série Urgence ? Parce que si tu as 34 ans, ça veut dire que tu es né toute fin des années 80. 89. Ouais. Et si je me trompe pas, le début de la série Urgence, ça doit être milieu des années 90. Donc comment t'es tombé dessus ? Ça passait à la télé, c'est ma mère qui regardait beaucoup cette série. Et comme j'avais pas trop le choix des chaînes, du coup, je regardais la série Urgence et, euh, et j'ai trouvé ça passionnant comme métier. D'accord. Et alors, quand tu regardais Urgence, toi, tu t'es dit chouette, je vais être urgentiste. Est-ce qu'il y a un personnage à qui tu t'identifiais ? Tu te disais je voudrais être comme lui ou comme elle Ah oui, c'était Georges Clooney. Georges Clooney était mon idole. J'adorais déjà, je trouvais qu'il était beau gosse, il était assez stylé, il était hyper intelligent et surtout qu'il savait prendre en charge très rapidement des urgences vitales. Et, euh, et du coup, je voulais même faire urgentiste par rapport à ça, hein. Et jusqu'à très longtemps, j'ai voulu faire urgentiste. Mais bon, la vérité, c'est que urgentiste, c'est pas comme dans Urgence, hein. C'est pas eux. Donc, j'ai vite changé d'avis. Ouais, mais Georges Clooney, enfin le docteur Ross, il est pédiatre dans la série. Hein. Il est pas urgentiste. Ah ouais? Ah tu vois, ça fait très longtemps que j'ai pas vu la série. Donc, voilà, j'ai des petits souvenirs qui ont été mélangés. Donc, du coup, tu te lances dans les études de médecine
avec ce projet d'être urgentiste comme dans Urgence. T'avais pas d'autres modèles autour de toi de médecins? Non, pas du tout. Je viens d'une famille très modeste. Ma mère était femme de ménage, elle est toujours femme de ménage. Vient d'une famille agricole. Et mon père, il travaillait à la banque. Il était agent dans un réseau d'école. Vous ne pouvez pas les nommer. Et donc je suis pas du tout, j'ai dans ma famille, dans mon entourage, j'ai pas du tout de personnes qui étaient dans la profession, qui étaient professionnels de santé. Ouais, donc t'avais pas de vision plus réaliste du métier de médecin que ce que tu avais vu dans Urgence, en fait. Ah non, du tout, du tout, du tout. Et donc, tu commences tes études de médecine en Guadeloupe? Ouais, je commence mes études de médecine en Guadeloupe. On avait à l'époque, on faisait partie des premières promotions où on pouvait faire les 3 premières années en Guadeloupe. Les études de médecine en Guadeloupe, c'est Antilles-Guyane, hein. Ça veut dire que on était environ, euh, je dis pas de bêtises, on était environ 800 et il y avait environ 350 en Guadeloupe, 350 en Martinique et ils étaient pas très nombreux en Guyane, hein. Ils étaient environ une vingtaine ou une trentaine environ. Et on faisait des visioconférences avec les profs de Bordeaux. L'intégralité des cours était dispensée par les profs de Bordeaux, ou il y avait des profs des Antilles qui venaient faire des cours sur place? Oui, il y avait la majorité, c'était des profs de Bordeaux, mais on avait quand même quelques profs, les profs d'anatomie, profs de chimie générale, de chimie organique, c'était des profs des Antilles. Mais par contre, les TP, les profs de Bordeaux venaient sur place pour les aider et voilà. Donc on avait quand même un contact parfois avec les profs quand même de Bordeaux. Ah, ok. Je savais pas du tout que ça pouvait se passer comme ça. Tu réussis le concours, donc, et tu commences les études de médecine. Et est-ce que ça correspond à tes attentes? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu aimes ce que tu apprends? Ben déjà la première année, bon j'ai redoublé ma première année, hein, donc j'ai pas réussi du premier coup et c'est quand j'ai redoublé que j'ai pu réussir et lorsque j'ai débuté la médecine, mais j'étais très content parce que c'est exactement, je trouvais que les matières étaient très intéressantes. Surtout en deuxième, troisième année, on commence à apprendre la sémiologie. Donc c'était une matière qui était assez intéressante. Voilà, donc on chercher les signes cliniques d'une maladie. Donc non, j'étais pas du tout déçu de la deuxième, troisième année. En plus, c'est un peu cette période qui est un peu plus light, on va dire, au niveau charge mentale par rapport à la première année de médecine. Hmm. Donc c'est quand même pas mal d'avoir cette soupape un peu avant de démarrer l'externat, quoi. Et à ce moment-là, tu es toujours dans ton projet d'être urgentiste comme dans Urgence, ou ton projet se précise au fur et à mesure des connaissances que tu acquiers? Comment ça se passe? Ben, en deuxième, troisième année, oui, j'aimais toujours la spécialité d'urgentiste, mais c'est vrai que j'ai commencé déjà à aimer déjà la chirurgie parce que j'adorais l'anatomie. L'anatomie, c'était une de mes matières préférées. Je crois que c'était ma meilleure note, hein, je crois, pendant les examens. Je crois que c'était 19 et demi sur 20, mais genre, j'étais vraiment fan d'anatomie jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup l'anatomie. Donc, en fonction de ça, vu que j'aimais l'anatomie, ben, j'étais attiré par la chirurgie. Mais je me disais quand même que c'était beaucoup demandé parce que il fallait chercher un haut classement. Et je me disais que bon, on va quand même rester humble, Henrik, d'où tu viens déjà de loin. Médecine générale ou urgentiste, c'est bien déjà. Donc voilà.
Quand tu as passé le concours, donc tu as redoublé et tu es passé un peu juste dans les derniers ou enfin ça a été compliqué pour toi? Non, non. Ma première année, j'ai fini, si je dis pas de bêtises, 350e, 370e sur les 800, donc j'ai pu redoubler. Et quand j'ai repassé ma première année, ben, j'ai fini 13e. Ah oui, donc tu avais quand même bien réussi ta deuxième première année. Ouais. Mais ça te semblait quand même être trop ambitieux que de dire que tu voulais être chirurgien. Ben oui, parce que on a un peu quand même malgré tout ce syndrome de l'imposteur, hein. Parce que c'est quand même, je suis quand même d'un milieu où je n'ai pas de, j'avais personne qui faisait ce métier, qui était à ce niveau, on va dire, social, euh, qui me donnait, où j'avais des exemples. Et donc, en fonction de ça, mais déjà initialement, si on doit revenir au début, quand je disais à ma mère que je voulais faire médecine, ben, elle m'a dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Tu vas te casser les dents. Parce que déjà, j'étais pas un élève brillant à l'école. Je passais toujours mais très limite hein, au niveau de mes moyennes générales. Et bon, du coup, elle me disait, mais va faire plutôt un DUT bio ou un truc qui est beaucoup plus accessible pour toi. Donc voilà, même au niveau du soutien familial, voilà, les gens me disaient, bon, on le laisse se casser les dents et on verra bien quand il va redoubler, quand il va rater, il va revenir sur terre, quoi. Et est-ce que le discours familial a un petit peu changé une fois que tu es passé en deuxième année? Ah oui, ça a totalement changé au cours de ma première année parce que j'étais dans une prépa médecine en parallèle et au fur et à mesure d'école où tout le monde était classé et on constatait que je commençais à être parmi les premiers au niveau de mes résultats. Ben là, j'ai commencé à avoir le soutien de ma famille et derrière, oui, en effet, voilà, j'ai eu raison de persévérer. Donc tu as persévéré, tu as fait les 3 premières années de médecine en Guadeloupe Mhm. et ensuite direction la métropole? C'est ça. Direction Marseille, la belle ville de Marseille. Et alors, comment ça se passe pour toi à Marseille? Ça doit être quand même un sacré changement de vie. Tu connaissais des gens à Marseille? Comment tu t'intègres dans la promo? Comment ça se passe? Ben, j'ai choisi Marseille parce que je me disais que c'était la ville la plus chaude de France. Et donc, et donc par rapport à ça, je me suis dit, oh, comme on choisissait en fonction du classement, donc j'ai eu le choix d'avoir Marseille. Et mon deuxième choix, pourquoi Marseille, c'était parce que c'était une ville qui classait très très bien leurs étudiants pour le concours national. Donc c'était ces deux choix-là. Mais à Marseille, je connaissais personne. Hein. J'ai pas de famille. À Marseille, j'avais juste un oncle et une tante sur Paris. Mais à part ça, je ne connaissais personne à Marseille. Hein. Donc, tu arrives à Marseille, tu avais quand même déjà ce plan en tête de viser un classement assez élevé pour choisir ta spécialité. Tu avais déjà cette ambition à l'époque de viser la chirurgie. Faut réfléchir parce que ça remonte déjà. Euh, c'est vrai déjà initialement, je voulais pas faire de la médecine générale. Ça c'est vrai. Et donc du coup, dans cette réflexion, je voulais avoir une spécialité. Urgentiste, c'était une des spécialités, mais c'est vrai que la chirurgie était de plus en plus, euh, ouais, elle prenait beaucoup plus de place dans mes choix. Et donc en effet, le choix de Marseille, c'était un choix où j'avais l'intention, oui, d'avoir un classement pour avoir cette spécialité. Et alors, pourquoi pas de médecine générale? Ben, je trouve que cette spécialité, parce que c'est une spécialité aussi à part entière, la médecine générale, c'est en fonction des personnalités aussi de chacun. C'est qu'on pour être
je sais que j'aurais été un mauvais médecin généraliste parce il faut avoir un côté très social, côté empathique, voilà, savoir aimer écouter les problèmes personnels ou autres des personnes qui viennent en souffrance. Hein. Des fois, ils viennent juste pour un renouvellement d'ordonnance, mais en fait, c'est plus que ça. Et je savais que dans ma personnalité, je n'avais pas cette écoute. Et donc, j'aurais été un mauvais médecin généraliste, je pense. C'était pas, je trouvais que c'est un métier qui est mine de rien exigeant et c'est fait pour certaines personnes et pas pour d'autres. Alors, tu fais donc ton externat à Marseille, tu fais des stages à l'hôpital. Comment ça se passe ces stages? Est-ce que ça te fait avancer dans ton choix plutôt vers la chirurgie que la médecine d'urgence? Est-ce que tu hésites? Comment tu les vis ces stages d'ailleurs? Les stages, on faisait les stages c'était le matin, c'était de 8 heures jusqu'à midi, 14 heures, et après on avait cours l'après-midi. Et ces stages, j'avoue que mes stages, j'ai quand même eu, en règle générale, j'ai quand même eu un bon souvenir de mes stages. J'ai fait beaucoup de gardes aux urgences parce que j'aime ça. Euh, je reprenais des gardes des urgences de mes co-externes parce que aussi je voulais me faire un peu d'argent parce que niveau financièrement parlant, j'étais pas non plus à l'aise. Mais du coup, ça me dérangeait pas parce que au moins j'apprenais la prise en charge de certains patients. Et c'est en faisant des stages aux urgences que j'ai compris que je n'allais pas faire urgentiste parce que je trouvais que c'était plus un métier, une spécialité où c'était plus, comment dire, un orientateur de patients où il décidait d'hospitaliser un patient ou non, savoir où l'hospitaliser. Il passait plus de temps à chercher une chambre ou un lit pour les patients que la majorité des patients qui venaient aux urgences, c'était pas des urgences. Donc ce côté-là, même en termes de charge mentale et même des gardes répétés, c'est quelque chose qui m'a pas plu dans cette spécialité. Donc, c'est pour ça que au fur et à mesure la spécialité d'urgentiste ne m'a paru un peu m'a pas paru adapté par rapport à ce que je souhaitais. Mais ensuite, j'ai fait des stages de chirurgie, bien sûr. Donc, j'ai fait de l'orthopédie, où j'ai adoré. J'ai adoré ce côté très pragmatique, très comment dire. La chirurgie orthopédique, c'était très droit au but. Voilà, c'est et et aussi c'était très manuel. J'aimais le côté où la personne elle vient avec une fracture, elle vient avec une douleur et tout de suite on voit l'effet du travail qu'on a réalisé. Le patient il remarche, le patient il a moins mal, le patient qui était fracturé, cassé, mais il est plus cassé. Et c'était très fonctionnel, c'était très visuel, et donc j'aimais beaucoup ce côté où on fait un geste et on voit le travail tout de suite. Contrairement à la chirurgie viscérale, où j'ai fait pas mal d'heures aussi de stages de chirurgie viscérale, où on pouvait passer des heures et des heures à faire une suture d'une artère hépatique, et le lendemain, le patient il pète sa suture et faut tout recommencer. C'était assez ingrat, je trouvais, comme spécialité. Donc voilà. Donc la chirurgie orthopédique maintenant était devenu mon premier choix au cours de mes stages. Ouais, donc c'est vraiment les stages qui ont orienté ton choix de spécialité, et t'aimais bien ce côté on-off en fait de la chirurgie orthopédique. C'est cassé, on répare, et puis on voit tout de suite que c'est réparé, quoi. Ouais, c'était ça. C'était ouais. Et alors, donc arrive le concours de l'internat, Ouais.
Et ton classement, donc, te permet de faire la spécialité de ton choix, qui était la chirurgie orthopédique. Pas vraiment. J'ai eu un parcours Raconte. assez tumultueux. Faut savoir que lors de ma 5e année de médecine, j'ai eu une grosse dépression. La distance familiale avec mes amis, le fait de pas être chez moi, le fait d'être isolé, ben ça fait que j'ai fait une année un peu blanche où j'allais en stage, mais voilà, à reculons, je bossais ce qu'il fallait pour les examens, mais pour avoir un classement, il faut, bon, comme tu le sais bien, commencer déjà à travailler, à commencer à travailler ses bouquins de manière très rigoureusement plutôt, pour avoir une spécialité. Et donc du coup, si en 5e année on travaille pas de manière acharnée, on sait qu'en 6e année, ça sera difficile d'avoir sa spécialité. Donc cette année qui était un peu difficile, voilà, j'ai eu mes examens quand même, je suis passé en 6e année. Ben je suis passé en 6e année avec du retard. J'avais beaucoup de matière à rattraper, beaucoup de tours comme on disait à revoir. Et par rapport à ça, je suis allé à l'ECN, mais avec énormément de retard, en sachant que j'allais pas avec toutes mes armes. Ce qui veut dire que j'ai quand même essayé et j'ai eu un classement qui était pas bon. J'ai fini, je dis pas de bêtises, 6400 sur les 8000 à l'époque, je crois. Et donc, avec ce classement-là, pour faire chirurgie, ben, c'est un peu compliqué. À l'époque, je crois il fallait dans les 3500, 4000 premiers pour avoir au moins une chirurgie. Et alors, tu as ton classement qui tombe, il faut prendre une décision. Tu fais quoi à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, ben, j'appelle ma mère. J'appelle ma mère, voilà, mon pilier. Donc, je l'appelle, je lui dis mon classement. Oh, j'étais très triste hein, à ce moment-là. Et elle me dit, ben, Henrik, mais du coup, il faut que tu redoubles. Tu vas être un mauvais médecin généraliste, mon fils. Tu vas pas être heureux. Donc, j'ai dit oui, mais on peut pas redoubler. À l'époque, on pouvait pas redoubler. Hein. Il fallait passer devant une commission. Mais elle m'a dit, mais dans tous les cas, tente. Parce que, voilà, ça va pas, tu vas pas être heureux. Donc, comme dit, comme fait, ben, j'ai tenté, j'ai posé du coup, ma requête de redoublement auprès de la commission avec une lettre de motivation. Il fallait aussi une lettre de motivation d'un PU, un professeur universitaire, et j'ai eu la lettre de motivation du chef du service de viscéral euh, de Marseille, professeur Le Treut, je me rappelle. Et il m'a fait une très belle lettre de recommandation où il avait dit que j'étais fait pour la chirurgie et ça a beaucoup appuyé sur ma candidature. Et grâce à ça, j'ai pu redoubler ma 6e année. Et donc, j'imagine que pour cette 2e, 6e année, tu as dû bosser énormément pour rattraper tout le retard que tu avais pour pouvoir être au taquet au moment de repasser les examens, enfin l'internat, quoi. Ah oui, là, clairement, moi qui disais que j'avais pas envie de revenir dans un mood comme en première année où on est tout le temps dans les bouquins et on ne s'arrête pas. Ben, j'ai dû repartir quand même dans ce mood parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc oui, c'était une année mais de zéro, on va dire quand même zéro plaisir hein, tous les jours, de 7h du mat jusqu'à 19h, 20h, on bosse. J'avais pris des stages, on va dire, planqués, hein, où je faisais comprendre au chef de service que j'avais des objectifs et
que s'ils étaient d'accord que je ne vienne pas au stage pour bosser, et j'avais la chance d'avoir des chefs qui avaient une bonne compréhension par rapport à ça, et ils m'ont laissé travailler. Et donc j'ai pu repasser mon concours, et là j'ai eu un classement adéquat, même si j'étais un peu déçu parce que je faisais des concours blancs où j'étais classé parmi les 1000 premiers, et le vrai concours j'ai fini 2400, et donc j'ai pu rattraper 4000 places, et j'ai pu avoir du coup ma spécialité. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais envie de retourner en Guadeloupe, pour faire ton internat? Non, non, parce que je savais que la formation théorique et même pratique des internes, eh ben, n'était pas bonne, quoi. Il n'y avait pas de Mmh. professeurs universitaires, pas assez en nombre en tout cas. Les terrains de stage n'étaient pas adaptés. Mais même si en plus en Guadeloupe on fait une partie de notre internat en France, j'avais quand même ce côté un peu carriériste où je voulais être un bon chirurgien, et je voulais surtout finalement apporter quelque chose de plus aux Antilles. Et donc je me disais que fallait que je reste en France pour être dans une école de chirurgie, voilà, qui m'aurait apporté beaucoup plus que ce que les Antilles m'auraient apporté. Donc non, le choix de les Antilles, c'est même pas passé. J'ai même pas pu penser ça. C'était plutôt dans la recherche d'une bonne école d'orthopédie. Et à ce moment-là, ton projet, c'est quand même de rentrer à un moment donné aux Antilles? Ah oui, oui, moi mon projet c'était après avoir passé mon internat et même mon assistanat, c'était de retourner aux Antilles coûte que coûte, hein. Tu passes l'internat, tu as ton internat dans la spécialité que tu veux. Alors, moi, j'ai toujours cette impression que, l'internat de chirurgie, c'est un petit peu, reprendre à zéro. Parce que j'ai l'impression, mais peut-être que tu vas me contredire, qu'on n'apprend pas vraiment la chirurgie, pendant le 2e cycle, parce que c'est quand même un métier qui est très, très pratique et qu'on pratique pas forcément beaucoup quand on est externe. Et j'ai même l'impression que finalement tout ce qui est, décider des indications opératoires, c'est des choses qui sont pas vraiment, qui sont vraiment que très survolées pendant l'externat. Est-ce que toi, tu as eu cette impression ou tu t'es senti très vite à l'aise? Comment ça s'est passé pour toi? Ah ben tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Donc je suis allé faire du coup mon internat à Lille. Euh, j'ai traversé la France, hein, pour arriver Ouais. là. C'était une très bonne école de chirurgie d'orthopédie. Et en effet, l'inconvénient, en fait, comme tu dis, c'est dans le deuxième cycle, à Marseille surtout, qu'on est externe. Déjà, on ne s'habille pas dans toutes les interventions, hein, et on regarde un peu au-dessus du champ stérile. Voilà, c'est pas. Mais des fois, de temps en temps, on s'habillait. Mais ce qui fait que, en effet, qu'on arrive en tant qu'interne de chirurgie, ben oui, on dit, on est des bébés chirurgiens. C'est que on apprend le B à bas, bien s'habiller, pas faire de fautes, qu'on met des gants, on apprend à suturer, voilà, on apprend déjà à aider, et effectivement, les indications, même chirurgicales, ben on apprend sur le tard, hein. On commence à acheter des bouquins, on a des cours, même les cours théoriques. C'est franchement, c'est sûr, c'est les praticiens avec qui on travaille qui nous apprennent les bonnes indications, mais les cours théoriques même, on n'en a pas tant que ça hein, quand on est en chirurgie. Donc c'est vraiment un apprentissage. C'est vraiment un compagnonnage, la chirurgie. Tu as vraiment
eu l'impression d'apprendre en regardant tes pairs, en leur demandant comment eux ils faisaient. Et est-ce que tu as eu des modèles, des mentors, des chirurgiens avec qui tu as vraiment accroché et tu t'es dit ah, je voudrais être comme lui ou comme elle plus tard? Oui, j'ai appris vraiment comme ça. J'ai appris en regardant comment ils opéraient. Je répétais les mêmes gestes. L'avantage à Lille, c'est que ils font opérer les internes très 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 tôt. Donc on est très vite dans la pratique, on comprend très vite les choses. Donc ce qui fait que au fur et à mesure de l'internat, on arrive à avoir une bonne gestuelle, ce qui est quand même assez important. Et en termes d'exemple, euh, c'est vrai que j'avais celui qui m'a beaucoup inspiré à Lille, c'était professeur Julien Girard, parce que c'était déjà un professeur qui était jeune, c'est un des plus jeunes professeurs de France, qui était ambitieux, qui lui faisait surtout la chirurgie du sport et aussi le rechauffassage de hanches. Donc au lieu de totalement couper la tête fémorale, et il enlevait juste le cartilage et il lui mettait une cupule métallique. Donc c'était quand même, c'est lui qui a ramené cette technique chirurgicale en France et qui a mis au bout du jour à nouveau cette technique. Et donc déjà juste le fait de faire ça, où il a eu beaucoup, il était décrié par rapport aux anciens chirurgiens qui disaient que c'était dangereux ou autre. Il a quand même tenu bon et maintenant à ce jour, le ressoufachage de hanche est devenu la chirurgie, euh, la prothèse de hanche, on va dire, du jeune. Et en plus de ça, c'était un mec qui était sportif, qui était très simple, très cool, très très disponible en plus. Donc oui, c'était mon exemple, on va dire quand même. L'internat de chirurgie en chirurgie orthopédique, euh, est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on peut imaginer avec énormément de garde, beaucoup de décisions à prendre parfois seul parce que le chef est pas disponible, beaucoup d'heures, beaucoup de blocs la nuit. Ça a été dur pour toi? Oh que oui, c'est pas un mythe, l'état de chirurgie, c'est très dur. Euh, En effet, on enchaîne beaucoup de gardes. On n'a pas de repos de garde. On est souvent livré voilà, des décisions sans chef, surtout qu'on est en périphérie, dans les CHU périphériques où les chefs sont astreints, ils sont pas sur place. On a des décisions à prendre alors qu'on on débute l'internat par exemple. Moi j'ai débuté par exemple, je me rappelle, j'étais interne en chirurgie pédiatrique premier semestre, donc je connaissais pas, j'apprenais tout juste. Et j'avais des praticiens hospitaliers, des urgentistes qui me disaient de venir voir, par exemple, un jeune garçon car ils avaient un doute sur une torsion testiculaire. Et donc de venir palper son testicule et me dire ce que j'en pensais. Mais je n'avais jamais palpé de torsion testiculaire. Je n'avais jamais palpé un testicule à part mon propre testicule. Donc, donner mon avis sur en plus quelque chose qui peut être grave, si je dis que non, il n'y a pas de torsion testiculaire, l'enfant peut perdre son testicule. Donc c'était quelque chose de très stressant. Et je disais, mais en fait, si vous pensez qu'il y a une torsion testiculaire, je vous crois en fait, parce que je suis que premier semestre. Mais malgré tout, il disait que je suis interne de chirurgie, ben, c'est à moi de prendre la décision et qu'il, ben, c'était pas son problème en fait de savoir que j'étais premier semestre. Hmm. Et donc c'était assez stressant et assez traumatisant en fait, en vrai, cette période. Et en effet, au fur et à mesure d'internat, oui, on enchaîne les gardes. Je crois que j'étais parfois à 100 à 120 heures semaine, hein. On dort très peu. Et, oui, c'est physiquement et mentalement, c'est difficile. Mais par contre, on apprend énormément. En fait, on apprend sur le terrain.
voilà, j'ai appris vraiment mon métier sur le terrain. Et j'ai très peu appris dans les bouquins ou les congrès. J'ai beaucoup appris sur le terrain. Et c'est quoi qui te fait tenir, surtout les premiers semestres? J'imagine que quand tu te retrouves, de garde à devoir prendre des décisions, qui sont quand même importantes et que tu es tout seul et que tu te dis: «Mais mon Dieu, mais j'en sais rien moi de tout ça, je débute». Qu'est-ce qui fait que tu tiens et que tu te dis que ça vaut le coup de continuer? Ben parce que on a des exemples de personnes qui ont réussi, et comme par exemple, comme je disais, quand on voit un professeur Girard qui est totalement épanoui dans son métier à la fin, qui a eu la même formation que moi, ben c'est ce qui fait tenir, c'est l'objectif, c'est savoir où on va. Et donc on sait que tout le monde est passé par ça, même si c'est pas le meilleur moyen, je pense, d'apprentissage, mais tout le monde est passé par ça et tout le monde a survécu. Donc moi je me disais, ben c'est un mauvais moment à passer, mais que ça va passer. Et donc de tenir bon. Et alors, à quel moment est-ce que c'est passé? À quel moment est-ce que tu as commencé à te sentir, à l'aise, légitime pour donner des avis? Ça a mis combien de temps? Ben je pense que c'est après mon 5e semestre d'internat. Parce que le 5e semestre d'internat, c'était, je suis passé dans le service de traumatologie du CHU de Lille avec professeur Chantelot. Euh, un de mes maîtres, hein, c'est lui qui m'a tout appris, hein, mais c'était connu pour être le pire stage d'internat de chirurgie en termes de pression, de patients à prendre en charge, des urgences, comme on était le trauma center de toute la région du Nord-Pas-de-Calais, donc on avait des gros polytraumatisés qui venaient. C'était en termes d'horaire, voilà, on était tout le temps de garde, on dormait peu. C'était vraiment difficile, mais c'était à la fin, on est très content que ce semestre se termine parce que c'était très difficile. En plus de ça, on avait des chefs qui étaient pas très sympas, tous, parce qu'il y a beaucoup de pression dans ce service, car les patients sont compliqués, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Quand un patient vient polytraumatisé, il n'a pas que juste une fracture de jambe ou de bras. Il a aussi une lésion hépatique, il a aussi des côtes pétées, il a aussi un rachis cassé. Donc, on a à prendre en charge le patient dans sa totalité et c'est beaucoup de travail. Mais à la fin, quand on sort de ce stage, qui est horrible, mais à la fin, tout nous paraît doux. Tout nous paraît une douceur incroyable. Et tous les stages après ce stage, ben j'étais très à l'aise dans mes indications, dans mes avis, parce que j'avais pratiquement tout vu pendant ce stage. C'est un petit peu violent quand même comme méthode d'apprentissage. Très violent, très violent. Mais c'est comme ça. Je sais pas, c'est pas comme ça partout, hein. Mais en tout cas, à Lille, ça se passe comme ça, hein. Et tous les internes d'orthopédie passent par ce stage, par ce service, il y a pas moyen d'y échapper ou de passer à côté? Ah non, il y a pas moyen parce que c'est euh, c'est un passage obligatoire qui est convenu dans la formation des internes de Lille, c'est que si tu passes pas par le stage de traumatologie, ben tu peux pas aspirer à aller dans un stage d'orthopédie. Donc la différence, la traumatologie, c'est vraiment la prise en charge des fractures, des urgences, et l'orthopédie, c'est la prise en charge des maladies dégénératives, tel type arthrose ou des maladies type syndrome du canal carpien. Voilà, c'était plus beaucoup plus calme le service d'orthopédie, mais on pouvait pas y accéder tant qu'on n'avait pas fait de stage en traumato. Et donc ce que tu es en train de me dire, c'est que c'était ton 5e semestre, ce stage en traumato Ouais, et que c'était la porte d'entrée pour pouvoir accéder au stage d'orthopédie. c'est ça. Est-ce que ça veut dire que avant ton 5e semestre, tes 4 premiers semestres, c'était de la chirurgie
hors chirurgie traumato-ortho? Que t'as Non, fait que d'autres non, d'accord. Mais non. c'était en périph du coup. Voilà, c'était en périphérie, sauf mon stage de chirurgie pédiatrique. Mais entre-temps, il y a eu une réforme quand j'étais en fin d'internat où tous les internes de première année devaient passer au moins une fois dans un stage d'orthopédie au CHU. Donc ça a changé actuellement, c'est plus le cas. Mais en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. On allait dans le stage d'orthopédie du CHU de Lille après être passé au service de traumatologie. Tu fais la fin de tu termines ton internat, donc un internat, on le comprend bien, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et tu disais qu'une des particularités, un des avantages de faire ton internat à Lille, c'était que les internes allaient très vite au bloc. Et donc, j'imagine que quand tu termines ton internat, tu as quand même déjà une belle expérience pratique. Mhm. Tu choisis de faire un assistanat ensuite. Pourquoi? Je choisis pas vraiment de faire un assistanat, car il faut savoir que le choix d'assistanat, soit on est assistant hospitalier, donc on est à temps partagé avec le CHU et un autre hôpital périphérique, soit on est chef de clinique, ça veut dire qu'on est à 100% au CHU, au CHU, et on a une part au niveau de la faculté de médecine où on donne des cours, on fait des surveillances d'examen, voilà. Donc on a ces deux choix. Chef de clinique, historiquement, quand on était chef de clinique, c'était on faisait 2 ans, et après c'était pour être travailler dans le libéral, et assistant hospitalier, c'était plutôt pour travailler dans le public et être praticien hospitalier par la suite. Mais bon, au fur et à mesure, peu importe si on était assistant hospitalier ou chef de clinique, on pouvait être faire libéral ou être dans le public. Terminer l'internat et s'installer, c'est pas une option. Non, 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 c'est pas possible de le faire parce qu'on peut pas avoir son DESC, le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'orthopédie. On est obligé de faire 2 années post-internat en tant que senior dans un CHU pour s'installer dans une clinique. Alors, je suis désolée, mais je suis assez naïve en matière de chirurgie. Donc, Ouais. ton DES, c'est un DES Général, ouais. de chirurgie générale, d'accord. Et donc, du coup, tu es obligé de compléter avec un desk. Donc, forcément, pour le desk, tu es obligé de passer par un post-internat. Ok, c'est un peu plus clair pour moi. Mm. Donc, en fait, oui, pour toi, la question, elle se pose pas. Tu vas être orthopédiste, donc il faut que tu fasses un post-internat et donc tu prends un poste d'assistant. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, j'ai pris un poste d'assistant où j'étais à 80% au CHU de Lille et 20% au CH de Lens. Ça, pendant 2 ans. L'assistanat, tu vois ça comment? Plus comme la fin d'une période de formation ou au contraire, tu te sens pleinement chef, prêt à encadrer des bébés chirurgiens qui débarquent en premier semestre? Comment toi tu le vois, cette période pour toi? Ah oui, pour moi, c'était une très belle période, hein. C'était un peu un accomplissement de tout de cet internat qui était difficile. C'est que en tant que chef, bon, on a déjà moins la pression des chefs parce qu'on est devenu chef. Et en effet, je trouvais que j'étais très à l'aise déjà dans mes indications parce que avec toutes les heures qu'on a passées dans les stages et différents services qu'on a passés et tous les praticiens hospitaliers qu'on a accompagnés, ben tout de suite j'étais plus à l'aise dans mes indications chirurgicales, même dans ma gestuelle, mes techniques. Je trouvais que je n'avais pas trop de difficultés, et en plus de ça, la transmission, en effet, le compagnonnage pour les jeunes internes, je trouvais ça très sympa. Et aussi au CHU, l'avantage c'est que toute notre promo d'interne, ben on devient chef en même temps, on fait notre post-internat en même temps. Et comme on a plusieurs services d'orthopédie, ben on reste quand même, on est dans une bonne de potes où il y avait quand même une bonne ambiance
entre nous et j'avais énormément de plaisir d'aller au travail pour voir mes amis et bien prendre en charge mes patients. C'était vraiment un très bon souvenir. Il y avait une bonne ambiance entre tes co-internes qui sont devenus tes co-chefs et toi. Ouais, totalement. Ouais. Non, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on est en contact, mais en effet, il y avait de la compétition. Hein. Faut pas croire parce que on devait se battre tous pour des postes de chef qu'on voulait, qui étaient déterminés. Et il y a certains d'entre nous qui n'ont pas été pris pour certains postes. Et donc, on sait que pendant tout l'internat, on doit donner le meilleur de nous-mêmes pour bien se faire voir par rapport au chef et au professeur, pour qu'ils puissent nous accepter, nous, en tant que chef par la suite. Donc tu fais ces 2 ans d'assistanat, ça se passe bien pour toi, t'aimes cette période-là. Et donc une fois tes 2 ans d'assistanat terminés et tous tes diplômes validés, tu rentres aux Antilles et tu vas en Martinique et pas en Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est le destin qui a voulu ça, je pense, parce que mine de rien, je crois que j'ai envoyé des mails au CHU de la Guadeloupe depuis que je crois que j'étais 8e semestre, où j'avais déjà donné mon souhait de rentrer en Guadeloupe. Des mails où il n'y a jamais de réponse. J'ai un peu revoyé ces mails une année avant la fin de mon assistanat. J'ai pas eu de réponse. Et donc, du coup, j'avais envoyé un mail pour l'île de la Réunion, où j'ai eu une réponse qui était favorable. Mais entre-temps, c'est la Martinique, le CHU de la Martinique qui entre en contact avec un des professeurs des chirurgies qui allait chercher un praticien hospitalier. Et du coup, mon professeur l'a orienté vers moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai atterri en Martinique. Par rapport à... C'est la Martinique qui est plus venue me chercher que moi qui ai voulu aller en Martinique, on va dire. Et t'es heureux d'être en Martinique? Oui, car ça m'a fait une bonne expérience. C'est clair que on retrouve les difficultés, on va dire même sociales et matérielles qui existaient déjà même en Guadeloupe, hein. Et rajouter à cela, mais les difficultés qu'on a dans le service public actuellement, hein. Je crois depuis le Covid, on a vu une dégradation visuelle. Même à Lille, on constatait déjà les départs de beaucoup de paramédicaux euh, et le manque aussi de soutien financier, mais au niveau des services publics, ce qui fait que les problèmes de base de la France rajoutés aux problèmes sous-jacents qu'on trouvait déjà aux Antilles, ça fait un beau mélange où c'est pas si évident que ça de s'épanouir et d'emblée quoi. Ça c'était prévisible en tout cas. Donc t'es un peu encore en période d'adaptation là, c'est ça? Ouais, totalement. Voilà, ouais, je dois m'adapter sur mes souhaits, sur ce que je veux comme chirurgie parce que voilà, je n'ai pas le matériel ni le personnel que j'avais à Lille. Donc c'est clair que je dois beaucoup m'adapter actuellement. Tu dirais que tu fais pas la chirurgie aussi bien que tu le voudrais parce que t'as pas les moyens matériels et humains qui te permettent de travailler dans de très bonnes conditions? C'est ça. On n'a pas du tout. C'est simple, hein. C'est que en Martinique, par exemple, c'est particulier, c'est que on est une île d'environ un peu moins, mais de 400 000 habitants, et on a un seul service de traumatologie sur l'île. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités de traumatologie
et on n'a pas accès au bloc opératoire tous les jours pour traiter les patients. Et ça reste une difficulté qu'on est un praticien et qu'on sort en effet d'un trauma center de référence où on avait notre centre, notre salle de bloc opératoire de traumatologie tous les jours où on opérait. Si on avait 10 patients opérés, on les opérait dans la journée et ça se passait bien. En Martinique, on peut avoir 10, 15, 20 patients opérés et on peut pas les opérer parce que on a 2 salles de bloc d'urgence pour toutes les spécialités de la Martinique. Donc, ça fait que, en effet, on peut pas passer devant une appendicite, une péritonite, on peut pas passer devant une fracture de rachis déficitaire. Voilà, bien sûr, on va toujours être moins urgent que la viscérale, la vasculaire, voilà. Mais ça me fait que les patients, mine de rien, ils se dégradent dans le service à cause du délai qui est beaucoup trop long. Et pour toi, t'installer en libéral, c'était pas une option? Même une fois, je veux dire, ton assistanat terminé. Ah oui, oui, c'est devenu une option qui, au départ quand même, faut le dire, au départ j'aspirais quand même à faire de l'universitaire hein, parce que j'aime beaucoup la pédagogie. Mais à preuve, j'ai une page Instagram où je donne, j'ai essayé de développer un peu pour donner des informations sur ma spécialité. Mais quand on voit comment ça se dégrade et comment on peut pas travailler dans un environnement sécuritaire hein, quand même. C'est quand on fait un métier quand même qui est stressant, qui demande beaucoup de rigueur. Et si on veut bien travailler, je trouve que l'hôpital public, au fur et à mesure, ne nous apporte plus les armes pour qu'on puisse travailler de manière adéquate, de manière optimale. Donc, ce qui fait que maintenant, oui, on se tourne tous. Je dis on se tourne parce que je parle aussi de la place de mes co-chefs, co-internes amis. Il y avait une partie qui voulait aussi travailler dans le public, mais on se tourne tous de plus en plus vers le privé parce que dans le privé, on sait qu'on pourra travailler dans de meilleures conditions. Et c'est un peu une tendance générale, c'est que actuellement tous les internes qui ont été formés vont plus dans le privé, et ce qui fait que dans les centres hospitaliers périphériques, il y a un manque de chirurgiens et on va du coup rechercher beaucoup plus de chirurgiens étrangers pour essayer de combler ce déficit actuellement. Oui, et puis moins il y a de chirurgiens, moins le service devient attractif, donc plus c'est difficile de recruter et ça devient un cercle vicieux ensuite. Exactement, c'est exactement ce qui se passe en Martinique comme ailleurs. J'avais une question. Je suis désolée, mais je vais quand même la poser. Pourquoi les chirurgiens orthopédistes ont cette réputation d'être des bourrins? On a cette réputation, ça c'est, on a cette réputation, je pense déjà parce que on est, comme on dit, on a un côté très pragmatique et très droit au but. C'est cette image de c'est cassé ou c'est pas cassé. Voilà. et voilà. Mais c'est une image qui est quand même voilà, qui est restée. Mais mine de rien, quand on rentre dans cette spécialité, on se rend compte que l'orthopédie est tellement plus complexe que ça. Et voilà, il y a une partie où ce côté gros bourrin parce que pour réduire une fracture de fémur, il faut y aller à la force des bras. Pour luxer une hanche, il faut mettre une prothèse de hanche. Des fois, c'est des patients qui sont bien porteurs, hein, qui sont obèses, et donc il faut quand même de la force pour ça. Et en effet, voilà, on utilise quand même des instruments, on utilise des scies, on utilise des perceuses, des visseuses.
voilà, on utilise des marteaux, des ciseaux à frapper. Voilà, on utilise des instruments quand même qui sont assez impressionnants. D'où cette image de gros bourrin boucher. Voilà. Mais quand on regarde bien, voilà, il y a ce côté très bouché, mais tout est contrôlé. Tous les gestes sont vérifiés, tous les gestes sont réfléchis. Il n'y a pas un geste qui est fait au hasard. Et aussi, l'orthopédie, c'est tellement plus vaste que aussi on a aussi la chirurgie arthroscopique, qui est une chirurgie, voilà, qui se fait avec avec de l'eau dans une articulation où on fait des gestes des gestes très fins. Et aussi, on a aussi la partie microchirurgie. Donc, en plus moi qui ai le diplôme universitaire, voilà, faire des sutures artérielles de doigts, faire des gestes nerveux, des plexus, c'est quand même voilà, on a une partie très fine aussi dans la chirurgie c'est un peu moins connu et moins impressionnant que le côté en effet bourrin de l'orthopédiste bon inférieur on va dire. Hmm. C'est quoi un bon chirurgien? Ah, moi j'ai toujours dit qu'à tous mes internes, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui donne de bonnes indications chirurgicales. C'est pour moi le plus difficile dans notre spécialité, c'est que tous les chirurgiens auront à la fin de leur internat ou même dans leur pratique, tout chirurgien sait poser une prothèse de hanche, sait faire une libération du nerf médian. Voilà, en termes de gestes chirurgicales, de techniques chirurgicales, un chirurgien sait faire. En règle générale, il n'y a pas de souci. Mais le plus difficile, c'est la bonne indication. C'est savoir quand il faut opérer le patient, à quel moment il y a un timing à avoir. Un chirurgien qui doit avoir aussi une relation de confiance avec son patient, où le patient ne doit pas se sentir comme un client, comme de la chair à saucisse, où faut pas que le patient ait l'impression que le chirurgien le bistouille entre les dents. Faut que voilà, faut aussi une preuve d'empathie aussi, parce que voilà. Et pour moi, c'est ça, le bon chirurgien, c'est plus ce côté-là. Pour être un bon chirurgien, pour moi, c'est vraiment la bonne indication chirurgicale à poser, quoi. Donc le bon chirurgien, ça se joue en consultation et pas au bloc opératoire. Ouais. Pour moi, c'est plus important. C'est ouais, à la consultation et avoir cette bonne information, répondre aux questions du patient, avoir aussi ce côté où on peut laisser le temps au patient de décider de l'intervention ou pas, le revoir. Parce que dans tous les cas, au bloc opératoire, on sait que si c'est une intervention qu'on fait habituellement, on sait combien de temps va prendre, ça va pas changer. On sait combien de temps l'intervention prendra, mais en effet, bon chirurgien, ça se passe en consultation. Ouais. Pour moi, il y a pas de doute. Et qu'est-ce qui te rend heureux dans ton travail? Mais ce qui me rend heureux de mon travail, c'est de voir mes patients souriants après que je les ai pris en charge et qui me disent merci. Tout ça. Quand ils me disent merci, qui vont très très bien, qui vont reprendre le travail, qui vont reprendre le sport et qui sont souriants, ça me rend vraiment heureux. Je vais te poser la dernière question qui est la question rituelle dans mon podcast. Quelle est ta tenue de travail, Henrik? Ma tenue de travail, Ouais. ben ma tenue de travail, ben c'est une tenue de bloc, une tenue de bloc avec une blouse. Et tu portes la tenue de bloc même quand tu vas pas au bloc opératoire? Ouais, souvent. Je trouve que le pyjama de bloc c'est très confortable. Et, et je trouve ça aussi un peu moins. Je trouve que c'est bien d'avoir une tenue que je porte à l'hôpital et que quand je rentre chez moi, ben j'ai ma tenue de ville et que ma tenue de ville n'a pas traîné dans tous les murs de l'hôpital, quoi.
Merci beaucoup, Henrik, d'avoir pris ce temps pour discuter avec moi et pour répondre à toutes mes questions. Ah ben, pas de souci. C'est très sympa en tout cas. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!